Salut à tous, bienvenue sur Pouvoir Vérité. Donald Trump a invité le Canada à la table de négociation pour ce qu'il a qualifié de plus gros accord de l'histoire entre les deux pays. La réponse de Mark Carney a tenu en 6 mots. 6 mots qui ont redéfini la relation entre les États-Unis et le Canada. Le Canada ne négocierait pas avec les États-Unis. Pour une présidence qui se présente comme une machine à conclure des ententes sans arrêt, c'était le genre de réponse qui arrache d'un seul coup tout le vernis doré de la marque. Le Canada ne s'est pas contenté de refuser de parler. Il a riposté. En moins de 24 heures, Ottawa a annoncé des droits de douane de représailles sur 47 milliards d'exportations américaines, des restrictions à l'exportation d'énergie qui frapperaient les États frontaliers en plein hiver, des contrôles sur les minéraux critiques, coupant l'accès américain aux terres rares, ainsi qu'un déclassement diplomatique officiel avec le rappel de l'ambassadeur du Canada à Washington pour la première fois en 158 ans de relations bilatérales. Ce que Carney venait de démontrer, c'est le geste le plus puissant en affaires comme en politique, la volonté de ne jamais entrer dans la pièce. Dans cette logique, je n'ai pas besoin de vous, devient la phrase la plus terrifiante qu'un négociateur puisse entendre. Parce que toute la mythologie s'écroule au moment précis où l'autre camp décide que votre levier n'était au fond qu'un bijou de pacotille. Mais voici ce que personne n'avait vu venir. La réaction de Trump n'a pas été la rage. Ce n'était pas l'éruption volcanique en majuscule sur les réseaux sociaux à laquelle le monde s'était habitué. C'était autre chose, quelque chose de plus feutré et, selon les gens dans la pièce, de beaucoup plus troublant. C'était la panique. Une panique réelle, visible, stratégique, parce que tout son manuel, les menaces, les droits de douane, la pression, l'art de la négociation lui-même, repose sur une chose, que l'autre camp veuille un accord. Et Carney venait de faire comprendre que le Canada n'en voulait pas. Il faut donc partir de ce que Trump a réellement mis sur la table, parce que tout repose sur cette mise en place initiale, si l'on veut mesurer à quel point le rejet a été dévastateur. L'annonce de Trump a été faite depuis la roseraie de la Maison-Blanche, dans un emballage optimiste et un langage conciliant. Il s'est présenté comme prêt à travailler avec les grands amis canadiens des États-Unis. Il a proposé ce qu'il a appelé un grand accord d'ensemble, une négociation tentaculaire couvrant les droits de douane, l'énergie, la coopération dans l'Arctique, la sécurité frontalière et le commerce. L'ampleur était énorme. Le ton se voulait magnanime. Les médias ont d'abord traité cela comme une évolution positive, avec des manchettes du type « Trump tend la main au Canada » et des commentateurs saluant sa volonté de négocier. Voilà le négociateur en train de faire ce que font les négociateurs. Mais en coulisses, l'offre était calculée. Et certainement pas d'une façon avantageuse pour les deux camps. Les conseillers de Trump savaient que le Canada diversifiait son commerce loin des États-Unis à une vitesse alarmante. Chaque mois sans entente voyait le Canada conclure de nouveaux accords avec l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et une liste grandissante de partenaires indo-pacifiques. Chacun de ces accords affaiblissait la capacité de pression américaine. L'invitation à négocier n'était pas conçue pour produire un accord équitable. Elle visait à freiner la diversification canadienne. Si le Canada s'asseyait à la table, il aurait eu intérêt à faire traîner ses autres ententes commerciales en attendant les conditions américaines. Le simple processus aurait donné aux États-Unis le temps de rebâtir une capacité de pression qui s'évaporait de semaine en semaine. Et puis, il y avait les conditions préalables, les petites lignes que la plupart des médias ont carrément passées sous silence, mais que l'équipe de Carney a lues avec la précision qu'on attend d'un ancien banquier central. Pour s'asseoir à la table, le Canada aurait dû suspendre tous ses droits de douane de représailles pendant que les droits de douane américains restaient pleinement en vigueur, mettre sur pause ces négociations commerciales en cours avec l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie pour toute la durée du processus, accepter que la sécurité nationale serve de fondement juridique légitime à des droits de douane entre alliés de l'OTAN
ce qui aurait validé rétroactivement tous les droits de douane imposés par Trump, et se soumettre à un calendrier et à un ordre du jour fixé par les États-Unis. Cela voulait dire que le Canada entrerait dans la salle les mains liées, ses options gelées, sa position juridique concédée et son ordre du jour imposé par l'autre camp. Les droits de douane américains continueraient de nuire aux exportations canadiennes pendant tout ce temps. La diversification canadienne s'arrêterait et Trump contrôlerait l'horloge. Ces conditions préalables n'étaient pas des modalités de négociation. C'était des modalités de reddition déguisées en procédure. Trump n'offrait pas de négocier. Il offrait au Canada le privilège d'être dominé dans un processus contrôlé par ceux-là même qui avaient créé la crise au départ. C'était la formule Trump, dans toute sa familiarité, envelopper la coercition dans le cérémonial, appeler ça du leadership et espérer que les caméras confondent la pression avec la force. Carney a lu les conditions préalables. Son équipe a analysé chaque implication stratégique et dans les 48 heures, il a tenu une conférence de presse de 4 minutes qui a changé la trajectoire des relations nord-américaines. Le choix du lieu était délibéré, ni le Parlement ni une conférence commerciale, mais l'édifice Lester B, Pearson, siège des affaires étrangères du Canada. Le lieu, à lui seul, envoyait un signal. Il s'agissait d'une déclaration de politique étrangère, pas d'une réponse commerciale. Son ton était mesuré, presque empreint de regret, ni en colère ni défiant, mais porté par la certitude tranquille de quelqu'un qui avait pris sa décision et n'y reviendrait pas. Sa position était simple, les États-Unis avaient proposé des négociations bilatérales globales et le Canada n'y participerait pas. Sa démonstration reposait sur 3 motifs, chacun plus dévastateur que le précédent. Le premier, c'était la confiance. Une négociation de bonne foi était impossible avec un gouvernement qui traite les accords comme des objets jetables. L'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'ACEM, était un traité négocié, ratifié et juridiquement contraignant entre 3 nations souveraines. Il a été signé par ce président, il a été ratifié par ce Congrès, il a été célébré par cette administration comme un triomphe de l'art américain de conclure des ententes. Et pourtant, cette même administration en a violé les termes par des mesures tarifaires unilatérales prises sans consultation, sans avertissement et sans fondement juridique. Le Canada avait négocié cet accord de bonne foi, il en avait respecté chaque disposition. Les États-Unis, non. Ils ont traité l'accord comme quelque chose de facultatif dès qu'il est devenu gênant. Le schéma était désormais établi. Tout accord conclu avec cette administration ne serait respecté que jusqu'au moment où il deviendrait politiquement commode de le rompre. Il n'y aurait donc aucune participation à cette mise en scène. Un traité devient un drôle d'argument de grandeur quand votre camp traite les signatures comme de l'encre effaçable. Le deuxième motif, c'était la souveraineté. Les conditions préalables obligeaient le Canada à suspendre ses mesures de représailles pendant que les droits de douane américains restaient en place. Elles obligeaient le Canada à mettre sur pause ses négociations commerciales avec l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Elles obligeaient le Canada à accepter que la sécurité nationale constitue un fondement valable pour imposer des droits de douane à un allié de l'OTAN. Et elles obligeaient le Canada à accepter un ordre du jour et un calendrier dicté par les États-Unis. Ce n'étaient pas les conditions d'une négociation entre égaux souverains. C'étaient les conditions d'une reddition et le Canada ne se rend pas. Dans ce scénario, Washington continuait d'appeler cela un dialogue tout en écrivant chaque ligne pour l'autre camp. Le troisième motif, c'était l'indépendance. L'avenir du Canada ne dépendait pas d'un accord américain. Au cours des 12 derniers mois, le Canada a signé ou fait progresser des accords commerciaux avec l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, l'Inde et les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, la NAS. Sa diversification commerciale n'était pas une menace, c'était pas une monnaie d'échange. C'était un virage structurel permanent dans l'architecture économique du Canada. Le Canada ne mettrait pas ce virage sur pause pour entrer dans un processus de négociation conçu pour ralentir sa progression pendant que la capacité de pression américaine serait reconstruite. Il avait des options, il les suivait et
il ne s'arrêterait pas pour discuter avec un gouvernement qui avait démontré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour respecter sa parole. C'est précisément ce qui rendait le refus si dévastateur. Il ne sonnait pas comme un geste émotif. Il sonnait déjà comme l'après-Amérique. La conclusion était aussi froide et tranchante que le reste. Le Canada souhaitait bonne chance aux États-Unis, mais il ne négocierait pas avec eux. Rien ne perce plus vite la posture d'homme fort autoproclamé que d'être traité comme une distraction plutôt que comme une destination. Carney s'est retourné, a quitté le podium et n'a pris aucune question. 4 minutes, 3 motifs, 6 mots. Terminé. Il y a eu 3 secondes pleines de silence dans la salle de presse avant que tout explose. Les médias internationaux se sont précipités. Les analystes diplomatiques ont immédiatement relevé quelque chose que la plupart des gens n'avaient peut-être pas remarqué. Un refus de négocier est plus hostile qu'une contre-offre, plus hostile qu'un départ de table, plus hostile même que des droits de douane de représailles. Parce que toutes ces réponses reconnaissent l'importance de l'autre camp. Elles disent « il y a des accords ». Un refus de négocier dit quelque chose de bien pire. Il dit que l'autre camp ne vaut même pas le temps qu'on lui consacre. Il nie entièrement sa pertinence. Et pour un président qui a bâti toute son identité sur l'idée qu'il est l'homme qui conclut des ententes, se faire dire qu'il ne valait même pas la peine de négocier représentait la blessure la plus profonde possible. Le premier signe que cette crise n'avait rien à voir avec les précédentes, c'est que Trump n'a pas répondu immédiatement. Pendant plus de 3 heures après la déclaration de Carney, il n'y a eu rien. Aucun message sur Truth Social, aucun appel furieux, aucune déclaration. Les aides ont ensuite décrit l'ambiance à la Maison-Blanche comme de la confusion. Des réponses avaient été préparées pour tous les scénarios imaginables. Contre-offre, rejet public, départ de table, représailles complètes. Ce qui n'avait jamais été simulé, c'était la possibilité que le Canada refuse simplement d'embarquer dans le jeu. Quand l'adversaire ne se présente pas au combat, le plan de bataille ne vaut plus rien. Toute la machine avait été conçue pour une confrontation sur commande, pas pour le silence humiliant qui s'installe quand plus personne n'achète le numéro. Puis la réalité stratégique s'est imposée. Toute la philosophie de négociation de Trump s'effondre sans interlocuteur. Les droits de douane ne servent de levier que si l'autre camp cherche à les faire lever. Si le Canada avait cessé de se soucier des droits de douane américains, alors ces droits cessaient d'être un levier pour devenir des blessures auto-infligées. Les menaces d'escalade n'avaient plus de cible. Accentuer la pression contre quelqu'un qui ne participe même pas, c'est comme crier dans une pièce vide. L'art de la négociation exige une négociation. Et aucune entente ne peut être conclue avec quelqu'un qui refuse de prendre l'appel. Les téléphones se sont mis à sonner sans arrêt à la Maison-Blanche. Les grands patrons américains voulaient savoir quand le commerce reviendrait à la normale. Les constructeurs automobiles manquaient de pièces fabriquées au Canada. Les entreprises de l'énergie avaient besoin de pétrole brut canadien. Le secteur du logement manquait désespérément de bois d'œuvre canadien. Les exportateurs agricoles regardaient le marché canadien se refermer. Et pour chacun de ces appels, la réponse renvoyait à la même réalité dévastatrice. Il n'existait aucun processus pour normaliser le commerce. Le Canada ne parlerait pas. Il n'y avait ni échéancier, ni cadre, ni table. La fameuse table ressemblait soudain moins à un centre de pouvoir qu'à un décor abandonné après le départ du public. Quand Trump a finalement répondu, sa désorientation est devenue encore plus révélatrice. Ces publications sur Truth Social ont enchaîné des messages contradictoires sans jamais aboutir à une position cohérente. D'abord, la bravade. Le Canada reviendrait en rampant. Il avait davantage besoin des États-Unis que l'inverse. Ensuite, le grief. Carney faisait une énorme erreur et se montrait très irrespectueux. Puis, des menaces vagues. Il existait de nombreuses options et le Canada ne savait pas ce qui l'attendait. Puis, la confusion. Pourquoi le Canada refusait-il de négocier après qu'on lui eût offert une si bonne entente? Bravade, ressentiment, menaces, confusion, en boucle, sans jamais se fixer. Ce n'était pas le langage de quelqu'un qui contrôlait la situation.
C'était le langage de quelqu'un qui pataugeait, et ce qui manquait surtout dans chaque publication, c'était la moindre réponse politique précise, le moindre contre-mouvement concret, le moindre plan. Les publications produisaient la fumée habituelle, mais à ce stade, même cette fumée commençait à paraître bon marché. Les détails les plus révélateurs venaient de l'intérieur même de la Maison-Blanche. Des conseillers de haut niveau ont laissé entendre en privé qu'ils ne l'avaient pas vu venir. Tous les scénarios avaient été simulés. Contre-offre, rejet public, départ de table, représailles complètes. Mais la possibilité que le Canada ne parle tout simplement pas du tout n'avait jamais figuré au tableau. Plus dommageable encore était l'aveu selon lequel toute la stratégie avait été construite autour de l'idée d'amener le Canada à la table. Les droits de douane, la pression, la branche d'olivier, tout cela visait à créer assez de douleur pour pousser le Canada à négocier. Si le Canada avait décidé que cette douleur valait mieux qu'une négociation avec les États-Unis, alors la stratégie n'existait plus. Voilà le risque quand on construit toute une diplomatie sur un bluff. Tôt ou tard, quelqu'un le teste et vous laisse jouer la puissance devant une salle vide. Le Conseil économique national a été convoqué en session d'urgence. La prise de conscience gagnait tous les ministères. Le refus du Canada de négocier signifiait que les droits de douane américains sur les produits canadiens n'avaient aucune porte de sortie, aucun mécanisme de modification, aucun cadre pour les éliminer graduellement, aucun canal diplomatique par lequel une discussion sur les conditions pourrait même commencer. Les droits de douane resteraient simplement en place, nuisant aux consommateurs américains, endommageant les industries américaines, faisant grimper les prix de tout, de l'essence au bois d'œuvre, sans rien accomplir, parce que le pays qu'ils étaient censés faire plier avait décidé qu'il s'en moquait tout simplement. Une machine avait été construite pour traîner le Canada jusqu'à la table des négociations. Carney venait de faire comprendre que cette table n'existait pas. Et ensuite, le Canada a riposté. Dans les 24 heures suivant le rejet de Carney, la ministre canadienne des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse. Une ligne était tracée comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Les mesures annoncées n'étaient pas des tactiques de négociation. Elles n'étaient pas conçues pour ramener les États-Unis à la table. Elles constituaient des ajustements permanents à l'architecture économique et diplomatique du Canada. C'est cette distinction, non pas du levier, mais de la politique publique, qui rendait les représailles si dévastatrices. Si les mesures de représailles avaient été un levier, elles auraient été temporaires et réversibles. Mais comme politique publique, elles étaient structurelles, permanentes, et inscrites dans des lois nécessitant des votes parlementaires pour être renversées. Il n'y avait donc rien à régler pour les États-Unis dans de futures négociations, parce que ces mesures n'avaient pas été conçues pour être annulées, elles avaient été conçues pour devenir la nouvelle normalité. Une fois que l'adversaire reprogramme votre pression en simple bruit de fond et inscrit sa réponse dans la loi, la fanfaronnade habituelle de la Maison-Blanche commence vite à ressembler à un emballage périmé. D'abord sont venus les droits de douane de représailles sur les biens américains, les produits agricoles, les produits manufacturés, l'électronique grand public, visant précisément des États à forte base républicaine, l'agriculture de l'Iowa, l'industrie manufacturière de l'Alabama, l'équipement énergétique du Texas, les produits laitiers du Wisconsin. L'impact total estimé atteignait 47 milliards d'exportations américaines désormais soumises à des droits de contre-mesure canadiens structurés sous forme de législation permanente et non de décret. Ces droits n'étaient pas conçus pour disparaître au moment où les négociations reprendraient, puisque les négociations ne reprendraient pas. Il ne s'agissait plus d'un levier en attente d'applaudissements, mais d'une politique publique dont la porte était verrouillée. Ensuite sont venues les restrictions sur les exportations d'énergie. Le Canada a réduit les exportations de pétrole, de gaz naturel et d'hydroélectricité vers les États-Unis. Pas une coupure totale, mais une réduction calibrée pour créer une douleur durable et croissante. Les exportations d'électricité vers l'État de New York, la Nouvelle-Angleterre et le nord-ouest du Pacifique ont été réduites de 15 à 20%. Les exportations de gaz naturel vers le Midwest ont été coupées. Les expéditions de pétrole sont devenues soumises à de nouvelles surtaxes de souveraineté.
l'impact projeté pour les consommateurs américains était une hausse de 8 à 14% des prix de l'énergie dans les États frontaliers. Le Canada fournit 60% des importations américaines de pétrole brut et 98% de ses importations d'électricité. Une réduction de 15% ne paraît pas spectaculaire jusqu'au moment où elle prend la forme d'une famille du Vermont qui voit sa facture de chauffage doubler à l'approche de l'hiver. Les marchés de l'énergie ont cette brutalité-là. Ils se moquent complètement du ton martial adopté au podium la veille. Puis sont venus les contrôles sur les exportations de minéraux critiques. Le Canada a restreint les exportations de terres rares, de nickel, de cobalt, de lithium et de potasse vers les pays non alliés et la désignation était délibérée. Dans les conditions diplomatiques actuelles, les États-Unis n'étaient plus considérés comme un pays allié aux fins de la politique canadienne sur les ressources stratégiques. Les entrepreneurs de la défense, les fabricants de véhicules électriques et les entreprises technologiques faisaient désormais face à des perturbations d'approvisionnement pour des minéraux critiques qu'ils avaient toujours présumés disponibles chez leurs voisins. Malgré toute la rhétorique sur la domination, la chaîne d'approvisionnement continuait de livrer une traduction moins flatteuse, la dépendance. Puis est venu le déclassement diplomatique. Le Canada a rappelé son ambassadeur à Washington pour consultation. En langage diplomatique, rappeler un ambassadeur est l'étape immédiatement en dessous de la rupture complète des relations. Pendant 158 ans, le Canada et les États-Unis ont maintenu des relations diplomatiques complètes et ininterrompues à travers 2 guerres mondiales, la guerre froide et toutes les crises traversées par le continent. Cette continuité venait de prendre fin non pas dans une rupture spectaculaire, mais dans un signal calme, délibéré, impossible à mal interpréter. Le Canada avait cessé de parler. Pour un style politique accro à l'intimidation télévisée, il y a quelque chose de particulièrement brutal à se faire rétrograder dans un langage administratif parfaitement calme. Puis est venue l'accélération de la diversification commerciale. Le Canada a accéléré tous ses accords commerciaux en attente avec l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la NAS. Des accords qui devaient prendre de 18 à 24 mois étaient poussés pour être conclus en 6 à 9. Des zones économiques spéciales étaient créées pour les partenaires commerciaux non américains. Le Canada ne faisait pas qu'un simple refus de négocier avec les États-Unis. Il remplaçait les États-Unis méthodiquement, durablement et à un rythme accéléré. C'est peut être là la coupure la plus nette de toutes. Pas une guerre ouverte, mais un remplacement systématique pendant que Washington continue de prendre la pause comme si rien ne pouvait le remplacer. Si l'on regarde cela à travers la logique même de la négociation, ce qui venait de se produire représentait le geste le plus puissant imaginable et, pour un négociateur, le plus terrifiant. Carney ne s'était pas contenté de s'éloigner d'une mauvaise entente. Il s'était éloigné de l'idée même d'une entente. Cela exige un niveau de confiance en soi que la plupart des gens n'ont tout simplement pas. La position la plus puissante dans toute négociation, c'est la volonté réelle de partir. Pas le bluff, mais la conviction réelle qu'on est mieux sans entente qu'avec n'importe quelle entente que l'autre camp est susceptible d'offrir. Cette conviction est rare. Elle est terrifiante pour l'autre camp, mais Carney est allé encore plus loin que le simple fait de partir. Partir implique qu'on était à la table et qu'on s'en est levé. Carney n'est jamais entré dans la pièce. Il a regardé l'invitation, regardé les conditions préalables, regardé le schéma d'accord violet et a refusé parce que le Canada avait d'autres projets. C'est encore plus puissant. Partir dit que l'accord n'est pas assez bon. Ne jamais entrer dit que l'autre camp n'est pas nécessaire du tout. Et je n'ai pas besoin de vous est la phrase la plus terrifiante en affaires, parce qu'elle signifie que tout le levier, absolument tout le levier, tombe à zéro. Quand quelqu'un a construit toute son identité autour du fait d'être un négociateur, le plus grand des négociateurs, l'homme qui a écrit The Art of the Deal, et qu'un autre camp refuse carrément de faire une entente. Ce qui se perd n'est pas seulement une négociation, ce qui se perd, c'est le cadre même qui rend cette personne pertinente. L'art de la négociation exige une négociation. Pas d'entente, pas d'art.
le slogan survit, mais seulement comme un souvenir d'avant le moment où le bluff a été démasqué en public. Et Carney venait de dire au plus grand négociateur autoproclamé de l'histoire qu'il n'y aurait pas d'entente. À travers des décennies de logique des affaires, un point ressort avec netteté. Les négociations se terminent rarement avant même d'avoir commencé. Et la partie qui refuse de négocier n'est généralement pas celle qui détient le plus de levier. D'ordinaire, la partie la plus forte exige la négociation et la plus faible essaie de l'éviter. Ici, la partie soi-disant la plus faible, le Canada, était justement celle qui refusait. À elle seule, cette donnée dit tout sur l'ampleur du déplacement du rapport de force. En ce qui concerne les représailles, la précision de la stratégie comptait énormément. Chaque mesure a été présentée comme une politique publique permanente et non comme un levier temporaire. Et cela change tout. Si les droits de douane avaient été un levier, ils auraient fini par être retirés pour conclure une entente. Cela aurait donné de l'espoir à l'autre camp. Mais en tant que politique publique permanente, légiférée, structurelle, il n'y a plus d'espoir. Les restrictions ne disparaissent pas lorsque quelqu'un revient à la table, parce que personne ne revient à la table. Cela élimine complètement les options de l'autre camp. Il reste simplement coincé. Les États-Unis venaient d'apprendre quelque chose que tout étudiant de première année en administration connaît déjà. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui ne veut pas négocier avec vous. Tout le levier du monde ne vaut absolument rien si l'autre camp a décidé qu'il préférait bâtir son propre avenir plutôt que de marchander pour obtenir une chaise à votre table. Le Canada avait choisi son propre avenir et les États-Unis n'y étaient pas invités. Il n'existe aucun droit de douane assez élevé pour fabriquer du respect une fois qu'on découvre que le pouvoir de départ n'était surtout qu'un mélange de bruit et de répétition. Les retombées s'accumulent. Les constructeurs automobiles font pression sur le Congrès pendant que les chaînes d'approvisionnement se fracturent. Les trois grands dépendent de pièces fabriquées au Canada. Et, en l'absence de tout processus diplomatique pour rétablir des flux commerciaux normaux, les fabricants avertissent que des lignes de production pourraient être arrêtées d'ici quelques semaines. La réalité décrite par un dirigeant de l'automobile était brutale. On ne peut pas construire de voitures sans pièces canadiennes et il n'y a personne à appeler pour régler le problème. Les entreprises énergétiques avertissent d'une flambée des coûts de chauffage hivernal dans tous les États du Nord qui bordent le Canada. L'État de New York, le Vermont, le New Hampshire, le Maine, le Minnesota, le Wisconsin. Les États qui dépendent de l'énergie canadienne font face à des hausses de prix à 2 chiffres sans aucun mécanisme d'atténuation. L'industrie du logement prévoit des pénuries de bois d'œuvre qui ajouteraient de 20 000 à 30 000 au coût de chaque maison neuve construite aux États-Unis. Les exportateurs agricoles regardent le marché canadien se fermer sans aucune échéance de réouverture. Et ce qui rend cela politiquement dévastateur, c'est que la colère se dirige de plus en plus non pas vers Ottawa, mais vers la Maison-Blanche. Les secteurs qui souffrent ne reprochent pas à Carney d'avoir refusé de négocier, ils reprochent à l'administration d'avoir créé les conditions dans lesquelles le Canada a conclu que négocier ne servait à rien. L'homme qui était censé conclure des ententes a brisé la relation à un point tel que l'autre. Parti a décidé qu'aucune entente ne valait encore la peine d'être poursuivie. Et ce sont les travailleurs américains qui en paient le prix. Tôt ou tard, chaque ligne de propagande finit par se mesurer à une facture de chauffage, à un plancher d'usine et à une cargaison manquante. Les républicains du Congrès dans les États frontaliers commencent à rompre les rangs. 2 sénateurs du Michigan et 1 de l'État de New York ont publiquement demandé à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la communication diplomatique avec le Canada. C'est une manière codée de dire qu'il faut abandonner les conditions préalables et supplier le Canada de reparler. Mais même cela pourrait ne plus suffire désormais. La diversification est réelle. Les partenariats alternatifs sont réels. La nouvelle architecture économique se construit en temps réel. Et elle n'inclut pas les États-Unis. Le signal international pourrait être le développement le plus lourd de conséquences de tous. D'autres pays observent, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Mexique,
le Japon, la Corée du Sud, tous en train de constater que refuser de négocier avec les États-Unis est désormais une option stratégique viable. Si le Canada, l'allié le plus proche de l'Amérique, a décidé que les États-Unis ne pouvaient pas être considérés comme un partenaire fiable dans une négociation de bonne foi, qu'est-ce que cela dit aux pays dont les liens sont plus faibles? Le Canada n'a pas seulement rejeté des négociations, il a créé un précédent, un modèle, une preuve concrète qu'il est non seulement possible, mais potentiellement avantageux de dire non à l'Amérique. Et les précédents en relations internationales sont contagieux. Washington a passé des années à tenter de vendre l'imprévisibilité comme un levier. Désormais, d'autres capitales découvrent que la distance peut être une meilleure assurance. Voilà donc où en sont les choses. Trump a proposé un grand accord d'ensemble. Carney a dit non, non pas au terme, mais au processus lui-même. Le Canada ne négocierait pas avec les États-Unis. Puis le Canada a riposté, droit de douane de représailles, restrictions énergétiques, contrôle sur les minéraux, déclassement diplomatique et accélération de la diversification commerciale avec toutes les grandes économies, sauf celles juste à côté, le tout présenté comme une politique publique permanente. Trump a paniqué, enchaînant des messages contradictoires sans jamais parvenir à une réponse cohérente. Ses propres conseillers ont admis qu'ils n'avaient jamais simulé ce scénario et le geste lui-même représentait la posture la plus puissante qui soit en négociation. La volonté de ne jamais entrer dans la pièce. Les questions qui hantent maintenant Washington sont brutales. Combien de temps les États-Unis peuvent-ils maintenir des droits de douane sur les biens canadiens alors que le Canada a cessé d'essayer de les faire lever et que, mois après mois, ces droits nuisent aux consommateurs américains sans qu'aucun processus diplomatique n'existe pour les résoudre? D'autres pays suivront-ils le précédent canadien? Et peut être plus urgent encore, que fait-on quand l'autre camp n'a plus besoin de vous, qu'il a bâti l'architecture économique pour le prouver, et qu'il a dit au monde entier que votre parole ne vaut même pas le papier sur lequel elle est imprimée? Trump a construit sa présidence sur l'art de la négociation. Carney venait de démontrer quelque chose de plus puissant. Au bout du compte, le verdict le plus dur n'a pas été crié par un ennemi. Il a été rendu par un allié qui avait tout simplement cessé de faire semblant que le spectacle valait encore le déplacement. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.